De rien, Sandrine, avec plaisir. Bonjour Cyril, bonjour Corinne. Bonjour à Bonjour. Bonjour à tous les Bonjour à tous. deux, de vous retrouver ce midi bien pour une nouvelle séance Happy Bio. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli week-end de Pâques. Excellent, tout à fait, on a mangé plein de chocolat. Oui, c'est le problème. Très bien, chez nous aussi. Bon, chez moi aussi, je vous rassure. Alors, je vais vous laisser dans un premier temps, Corinne, Cyril, vous présenter à notre audience. Pendant ce temps, je vous lance votre document de présentation et je vous souhaite une belle séance. Merci Colline. Merci. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Corinne Houillet, sophrologue et formatrice professionnelle pour adultes. Je suis située dans les Hauts-de-France, donc à Béthune. J'ai déjà eu l'occasion de partager avec vous plusieurs webinaires sur Happy Visio et aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de partager cette conférence avec Cyril sur le télétravail. Donc, on a préparé ça avec le soutien de la MMJ. Donc, je vais laisser Cyril se présenter et c'est Cyril qui commencera. Donc, comme ça, c'est Cyril qui enchaîne ensuite sur la présentation. Bien. Ben, merci beaucoup Corinne, merci Colline. Donc effectivement, je me présente. Donc Cyril Aubert, je suis ergonome et psychologue du travail depuis une vingtaine d'années à peu près. Alors j'ai travaillé pendant de longues années dans l'industrie automobile, étant basé sur la région Franche-Comté. Et depuis 2009, je suis à mon compte, donc consultant, et j'interviens auprès des différentes entreprises de la Franche-Comté, de l'Alsace et au niveau national sur des prestations d'études ergonomiques et d'aménagement de postes de travail, qualité de vie au travail et prévention des troubles musculo-squelettiques, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Alors, pour lancer la présentation, je suppose que c'est Colline qui gère. Alors, pour le coup, c'est mon premier webinaire, donc je vais un petit peu essuyer les plâtres avec vous, mais vous m'en tiendrez pas trop rigueur si je fais quelques petits loupés. Voilà, donc le télétravail, comment s'épanouir et être efficace. Alors, Colline, rappelle-moi, c'est la petite flèche pour passer aux diapos suivantes. D'accord, donc je gère tout seul, c'est parfait. Donc, deux intervenants, vous avez de la chance aujourd'hui. Corinne qui interviendra dans un second temps et moi qui vais commencer. Alors, moi, ça va être très, très pratique, très pragmatique. On va parler de différentes, alors, très brièvement sur les statistiques qui peuvent nous intéresser dans le cas de la prévention des troubles musculo-squelettiques. Ensuite, on va faire un tout petit zoom sur l'ambiance physique avant d'aller sur le vif du sujet qui est le travail sur écran et le réglage de votre poste de travail, notamment dans le cadre du télétravail. Et enfin, je terminerai par un petit chapitre sur travail et sédentarité. Vous verrez qu'effectivement, le travail sur poste informatique, même s'il n'est pas contraignant sur le plan physique, a quand même des contraintes, et notamment le fait d'être sédentaire à son poste de travail. Donc, je commence tout de suite avec quelques chiffres. 36, eh bien 36, c'est le nombre d'heures que passe un salarié par semaine devant son écran de travail. Alors, bien évidemment, c'est une moyenne. Un informaticien passe très certainement beaucoup plus de temps que cela devant son écran. Donc voilà, c'est une moyenne au niveau national. Donc 36 heures, c'est quand même une part importante de votre quotidien, d'où l'intérêt de prendre soin de votre poste de travail. 50 000, c'est le nombre de personnes qui contractent sur une année des troubles musculo-squelettiques. Alors, ça peut être au niveau du dos, au niveau du poignet, on parlera du fameux syndrome du canal carpien. Donc ça, ce sont des choses qui effectivement touchent beaucoup de personnes. Et 5%, là c'est un chiffre de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, qui indique que finalement les troubles musculo-squelettiques ont une origine sur le poste informatique pour 5% des 50 000 personnes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, on a quand même une population qui est relativement importante à rencontrer ce genre de difficultés. Alors, rapidement, ambiance physique, on va aborder la partie lumineuse, l'éclairage de votre poste de travail, la partie bruit et la partie thermique un peu plus rapidement. Au niveau de l'éclairage, il est important, vraiment important, de s'éloigner, dès lors que vous le pouvez, des baies vitrées. Donc, on recommande généralement une distance de 3 mètres entre votre poste de travail et la baie vitrée ou la fenêtre qui se trouve à côté. 1,50 m lorsque vous avez des stores, tout ça pour pas avoir une luminosité trop importante sur votre poste de travail. On essaye également d'implanter l'écran entre les rangées de luminaires quand vous avez des éclairages plafonniers
Et surtout, le point important, d'être toujours perpendiculaire à la fenêtre. Donc jamais une fenêtre devant vous, puisque là, on va avoir un déséquilibre de luminance avec une forte luminosité derrière votre écran et l'écran face à vous. Donc ça va générer de la fatigue visuelle, et pas non plus de fenêtre derrière vous. Alors comme c'est le cas, effectivement, vous le voyez peut-être aujourd'hui, je suis pas un bon exemple, mais voilà, ça va vous générer des reflets sur votre écran de travail, et ça peut là aussi générer des difficultés au niveau visuel. Donc, important également de bien éclairer votre poste de travail, et quand vous travaillez avec des documents papier, il faut un éclairage spécifique également pour vos documents lorsqu'ils reposent à côté de votre poste informatique. Autre point important, toujours dans l'ambiance lumineuse, pas de plan de travail brillant. Alors là, c'est un peu grossier et un peu exagéré. Je pense que cette photo date un petit peu, mais aujourd'hui, il y a peu de gens qui ont un miroir ou une glace sur leur plan de travail. Donc voilà, typiquement l'exemple que l'on peut avoir, un reflet de la lampe de bureau qui se trouve au-dessus. Et là aussi, ça peut générer de la fatigue visuelle. Et enfin, le point également important, c'est pas de source lumineuse non occultée dans la partie qui se trouve au-dessus de l'axe horizontal du regard et jusqu'à un angle de 30 degrés. Donc là, on évite effectivement d'avoir des lampes et des éclairages de forte intensité dans cette zone-là, puisque là aussi, ça va vous générer une forte fatigue visuelle. Donc ça, des points sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Au niveau de l'ambiance sonore, alors, les sources de bruit sont nombreuses, notamment dans un open space, comme vous voyez illustré ici, donc ce qui est moins le cas dans le cadre du télétravail. Simplement le bruit du téléphone, des conversations. On oublie aussi simplement des fois des petites choses toutes simples comme le ventilateur de votre unité centrale qui, cumulé avec d'autres, va générer pas mal de bruit. Donc, il est important effectivement de préserver son environnement de travail et d'être plutôt dans un environnement calme, surtout si on a besoin d'être concentré. Et la norme indique une valeur maximale de 40 décibels. Alors, 40 décibels, bien évidemment, je pense que vous n'avez pas tous des sonomètres pour vous permettre de mesurer cette valeur, mais en gros, c'est le bruit d'une conversation à faible intensité. Donc, quelqu'un qui parlerait pas trop fort, on est à peu près sur cette valeur-là. Donc, c'est effectivement important de respecter ça. Et dans le cadre de votre télétravail, je pense qu'il faut véritablement s'isoler, se couper du bruit ambiant et notamment de la famille, des enfants quand on est plusieurs dans le logement, pour vraiment pouvoir bien rester concentré sur votre tâche principale. Ensuite, le dernier point concernant l'ambiance physique, c'est l'ambiance thermique. Alors là, c'est un peu plus facile à mesurer avec un simple thermomètre, on y arrive. Disons que la température opérative, donc on dit température opérative, c'est la température à laquelle on est le plus efficace. Elle est comprise l'hiver entre 20 et 24 degrés Celsius, avec une vitesse de l'air qui est inférieure à 15 mètres secondes, donc en évitant les courants d'air. Et l'été, cette température, puisque le corps s'habitue un petit peu à la chaleur ambiante, il faudrait qu'elle se situe entre 23 et 26 degrés Celsius, avec une vitesse de l'air un peu supérieure, de l'ordre de 25 mètres secondes. Donc là, voilà, on peut ouvrir des fenêtres, on peut générer un petit courant d'air, c'est moins gênant. Donc voilà les températures idéales à respecter lorsqu'on a un travail sédentaire. Bien évidemment, quand on a un travail physique, ces températures doivent être réduites, mais ce qui n'est pas le cas du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Autre point important qu'on oublie souvent, c'est l'hygrométrie. L'utilisation d'écran fait que l'on va garder les yeux ouverts un peu plus que d'habitude, donc on les hydrate un petit peu moins en clignant des yeux, et donc il faut une bonne hygrométrie de l'environnement de travail. Donc normalement 60% c'est l'idéal, entre 40 et 70 ce sont les valeurs mini-maxi à respecter. Et pour y arriver, vous pouvez avoir des humidificateurs qui vous permettent d'atteindre ces valeurs, ou simplement des plantes vertes qui elles aussi vous permettent d'augmenter un petit peu l'hygrométrie de votre environnement de travail. Donc voilà un petit peu les trois principaux critères de l'ambiance physique. Et donc, du coup, on passe maintenant sur le réglage de son poste de travail. Donc, le premier outil, bien évidemment, c'est le bureau. Alors, le bureau ou la table, selon les cas. Ce bureau, il doit être suffisamment grand pour accueillir l'ensemble de vos outils de travail, donc ce qui comprend l'ordinateur, l'imprimante éventuellement, les différents documents papier. Et il ne faut pas ajouter à lui joindre une petite extension si nécessaire. Donc, ce que l'on évite aujourd'hui, ça se fait de moins en moins, ce sont les fameux bureaux d'angle qui vraiment étaient déployés en grande quantité il y a quelques années, une dizaine d'années, on va dire dans les années 80, 90,
un petit peu en 2000. Voilà, aujourd'hui, on a arrêté définitivement ces bureaux d'angle qui offraient une grande surface de travail, mais qui amenaient beaucoup trop de contraintes pour le positionnement de l'utilisateur devant son écran. Donc voilà, donc de la place au-dessus, de la place également en dessous pour justement pouvoir positionner ses jambes et ne pas être gêné. Donc on enlève les unités centrales, on enlève les cartons, on garde un bel espace sous son temps de travail pour pouvoir se mouvoir librement. Autre donnée importante, c'est l'espace devant le plan de travail. Entre vous et le mur qui se situe derrière ou le meuble qui va se situer derrière vous, il faut une distance d'1 mètre. Cette valeur est recommandée par la norme AFNOR qui vous permet de justement d'avoir une distance suffisante pour vous mouvoir, vous tourner et vous déplacer sans être contraint et sans être trop gêné. Alors après, il existe des solutions. Je vous ai mis un petit exemple en bas d'une société qui développe ce petit mobilier mobile. Donc, on a un rangement fermé, ça ressemble à un petit meuble, et quand on l'ouvre, on a une petite surface de travail avec un petit siège intégré, des rangements et différentes configurations possibles. Le fameux système Click and Space qui permet effectivement d'avoir un beau bureau mobile qu'on referme le soir et qu'on réouvre le lendemain matin lorsqu'on veut travailler. Alors, je vois que j'ai des petits messages d'alerte de connexion. J'espère que vous m'entendez bien, que la connexion n'est pas trop instable. J'ai un doute, mais on va quand même essayer de continuer un petit peu. Donc voilà, quand on parle d'ergonomie, on parle souvent de siège, le sacro-saint siège ergonomique qu'aucun ergonome malheureusement ne connaît aujourd'hui. Mais voilà, le mot ergonomie fait vendre, il faut vraiment le savoir. Et donc, je vous ai mis une petite diapositive avec différents exemples de sièges et des numéros. Et donc, je vous propose de répondre dans le chat le siège qui, selon vous, semblerait être le siège ergonomique par excellence. Vous avez différentes petites versions. Alors moi, j'ai pas les résultats des chats qui apparaissent forcément sur mon écran, mais voilà, je vous laisse quelques petites secondes pour répondre. Alors, on a des sièges un peu conventionnels comme ceux de droite, on trouve des sièges de bureau, le fameux Swiss Ball que l'on trouve en position 3, ce fameux ballon que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui sans se douter des risques que cela peut générer. Et là, on l'a en plus installé sur un support qui permet de le stabiliser, donc on perd tout l'intérêt du Swiss Ball. On retrouve ce fameux siège l'appui-genou qui a été développé par une marque suédoise il y a quelques années et qu'on retrouve encore dans certains endroits, plutôt à titre privé qu'à titre professionnel. Et puis là, un siège à assise haute, un appui-fesse. Et ce siège mystère, je vous expliquais tout de suite, dès maintenant, à quoi il sert. En fait, ce siège en bois qui paraît inutilisable, il avait quand même une vraie vocation il y a quelques années, quelques dizaines d'années, pour les vachers qui allaient traire les vaches dans les champs. Et donc, ils avaient juste à s'asseoir dessus, à le sangler avec la ceinture autour de leur taille, et ils pouvaient se déplacer en ayant le siège toujours collé à eux, avec un seau dans chaque main pour aller d'une vache à une autre. Et donc, quand il arrivait devant la vache à traire, il avait simplement à fléchir les genoux, le siège venait se planter dans le sol, et avec un monopied comme celui que vous avez là, même si la vache bougeait un petit peu pendant la traite, le vacher pouvait arriver à la suivre, à suivre ses mouvements tout en continuant de traire. Et typiquement, alors ce siège qui pourrait ne pas paraître ergonomique, pour cette personne, dans le cadre de son activité professionnelle, typiquement, on avait là un siège véritablement ergonomique. Imaginez la même personne avec le même métier, avec le siège numéro 4, je pense que celui-ci serait bien embêté pour aller se rendre dans les champs avec ce type de siège. Alors que pour une personne qui fait du travail sédentaire devant un poste informatique, le numéro 4 est tout à fait adapté, contrairement au siège numéro 1. Alors, je pourrais essayer de le préconiser lorsque je fais des aménagements de bureau, mais je doute d'avoir une véritable audience qui apprécierait ce genre de siège. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, l'ensemble de ces sièges peut être ergonomique, chaque siège peut être ergonomique. Le critère de base pour véritablement définir un siège ergonomique, c'est que ce siège doit être adapté à vous et à votre morphologie, mais surtout à l'usage que vous allez en faire. Et aujourd'hui, quand on parle de siège ergonomique, je le disais tout à l'heure, le mot ergonomie fait vendre, et quand on parle de siège ergonomique, de souris ergonomique, de tournevis avec un manche ergonomique, véritablement, les gens pensent que c'est bien pour eux. Il faut être très prudent avec cette appellation. Encore une fois, un produit ergonomique doit être adapté à vous, à votre morphologie et à l'usage que vous allez en faire. Donc voilà, les autres sièges, on pourrait aussi les qualifier d'ergonomiques. Le numéro 2, par exemple, c'est une personne qui va travailler dans un atelier sur un poste ou un établi de grande hauteur et qui va pouvoir soit travailler assis en étant surélevé, soit retirer le siège et travailler debout. On y reviendra tout à l'heure sur la partie travail et sédentarité. Le fait d'alterner les positions assis et debout, c'est vraiment l'idéal. Et donc, ce siège le permet.
À l'inverse, on a le numéro 5, c'est un simple appui-fesse pour quelqu'un qui, là aussi, travaille sur un plan de travail relativement haut, mais qui n'a pas la place pour placer ses jambes à l'intérieur de la surface, sous la surface de travail. On met un simple appui-fesse, ça permet de se soulager quelques instants, d'avoir un évidement pas trop important sous le plan de travail et de travailler dans de bonnes conditions. Donc, le Swiss Ball, voilà, volontairement, je l'ai mis sur un support. L'intérêt du Swiss Ball, c'est de pouvoir avoir une certaine instabilité et de faire travailler les muscles au niveau du dos, de les renforcer. Là, je pense que les ergonomes sont unanimes sur ce type de siège. Ce n'est pas un siège de bureau, c'est un siège à vocation thérapeutique, mais certainement pas un siège à utiliser en permanence face à un ordinateur. Pour différentes raisons, la hauteur n'est pas réglable, donc on ne peut pas ajuster la hauteur en fonction de sa taille ou de la hauteur du plan de travail. Il est très instable, donc si on lève les pieds, on risque de tomber. Et surtout, on va également solliciter les grands groupes musculaires au niveau du dos. Donc, ce qui va augmenter le rythme cardiaque, la tension artérielle, c'est pas forcément l'effet recherché. Et puis, on a finalement ce mouvement de bas en haut qu'on retrouve chez les conducteurs d'engins de chantier et qui sont à l'origine de pathologies avec des constipations ou un tassement. Alors, c'est pas très poétique, mais le tassement des matières fécales qui est bien connu chez les gens qui sont sur des engins avec des vibrations. Et donc, on a ce mouvement de haut en bas en permanence. Donc, le Swiss Ball, c'est un outil thérapeutique, mais certainement pas un siège de travail. Voilà, j'étais un petit peu long sur la partie siège, mais c'est véritablement important que vous compreniez bien l'intérêt de ce que l'on entend par siège ergonomique. Ensuite, lorsque l'on a un siège, alors, important quand on choisit un siège pour soi, on doit pouvoir régler la hauteur de l'assise, la hauteur du dossier également et la hauteur des accoudoirs. L'idéal étant également de pouvoir régler la profondeur d'assise, c'est-à-dire qu'on va l'avancer au maximum pour bien soutenir l'ensemble de la cuisse jusqu'à s'arrêter juste un petit peu avant le mollet pour pas venir toucher le mollet. Et là, on a une assise confortable, profonde, sans difficulté et surtout sans compression au niveau du fameux creux poplité derrière le genou. Pour régler sa hauteur d'assise, rien de plus simple, on se met face au siège et on règle l'assise juste en dessous du niveau du genou. Et avec ça, on est à peu près certain. Alors, selon les jours, on va peut-être savoir des chaussures avec, j'ai cru comprendre que l'audience était particulièrement féminine, donc chaussures basses, chaussures à talons, ça peut varier un petit peu. Mais dans tous les cas, avant de s'asseoir, il suffit de faire ce petit geste et comme ça, on est sûr de régler l'assise à la bonne hauteur. Ensuite, les sièges d'aujourd'hui ont beaucoup de réglages. Donc, le dossier doit bien soutenir le dos. On va pouvoir prendre appui et avoir un vrai soutien au niveau lombaire. L'angle au niveau du tronc et de la cuisse doit être de 90 à 110 degrés à peu près, donc très droit, légèrement incliné vers l'arrière. Et même chose, au niveau de la cuisse et du mollet, on doit également avoir un angle au minimum de 90 degrés. Les pieds posés bien à plat. Si c'est pas le cas, si on n'arrive pas à poser les pieds, et uniquement dans ce cas-là, on peut envisager l'utilisation d'un repose-pied, comme vous le voyez à droite. Ce repose-pied, il doit être réglable en hauteur, en inclinaison, suffisamment large pour bien poser les deux pieds. À aucun moment, c'est un équipement obligatoire. On ne le met en place j'insiste, que lorsqu'on n'a pas les pieds qui touchent le sol, lorsque le siège est au plus bas. Sinon, vous n'avez pas besoin de repose-pied, ça vous gêne plus qu'autre chose. Cyril, est-ce que vous pourriez reprendre la phrase que vous venez de dire parce que le son a un petit peu bugué et on n'a pas tout entendu. Ah, je m'excuse. Et j'en profite pour vous relayer aussi une petite question qui est dans le chat. Si après, vous pouvez revenir sur le siège numéro 6 pour nous en donner les avantages et les inconvénients. Eh bien, j'y reviens tout de suite. Merci. Comme ça, ce sera parfait. Le siège numéro 6. Ah, effectivement, j'en ai pas parlé. Alors, ce siège, en termes d'avantages, il n'en a à peu près aucun. Encore une fois, ça a été vendu comme un siège ergonomique il y a quelques années. Là, je dirais que le seul petit avantage qu'on pourrait avoir, c'est qu'avec l'assise inclinée vers l'avant, on a un mouvement de rétroversion du bassin, c'est-à-dire qu'on va basculer un petit peu le bassin vers l'avant. Donc, on n'est pas complètement assis. La cuisse n'est pas à l'horizontale, mais légèrement plongeante, ce qui fait qu'on ouvre un petit peu l'ouverture, enfin, le bassin. Et je dirais que pour les gens dont la position assise est véritablement douloureuse, là on est plus dans le cas de pathologie, ça va permettre effectivement d'ouvrir cet angle et de libérer un petit peu les tensions. On est à mi-chemin entre la station debout, qui est la seule station véritablement naturelle, et la station assise que notre société moderne nous impose de plus en plus.
La contrepartie, par contre, c'est l'appui. Donc, la partie basse, effectivement, sert à appuyer. Donc, on prend appui au niveau des tibias. Les tibias, on est directement sur l'os, il y a très peu de muscles. Et là, on peut avoir des pathologies qui s'installent. Donc, je dirais que ce siège, c'est pas un siège à privilégier. Je dirais un peu comme le Swiss Ball, on peut s'en servir un petit peu, mais certainement pas 7 ou 8 heures par jour au quotidien. C'est vraiment pas adapté pour ce genre d'activité. Voilà. Alors, sur la Cyril, on vous entend pas de nouveau. Il y a des coupures de son, en fait. Je sais pas si c'est dû au kit main libre ou on vous entend pas. Non, on vous entend pas. Vous nous entendez, vous, Cyril? Moi, je vous entends très, très bien. Ok. Est-ce que vous pourriez essayer de débrancher peut-être le kit main libre? Ouais, et de le rebrancher. Est-ce que là, vous m'entendez? Non, on entend très faiblement. Alors, je vais vous donner une petite manip qu'on va essayer. Si vous pouvez rebrancher le kit main libre. Je l'ai rebranché. Vous avez une petite roue crantée juste en dessous de nos visages. Roue crantée grise. Si vous cliquez dessus et que vous regardez, c'est marqué utiliser le microphone et juste en dessous, il y a plusieurs sources de microphone. Si vous essayez une autre source de microphone. Non, on vous entend pas. Alors, je peux peut-être. C'est bon là, on bouge plus. C'est bon? C'est bon. Alors, je vais essayer de même pas bouger la tête dans ce cas-là. Okay. Merci. Je vous en prie. Donc, du coup, alors, j'en étais au réglage. Donc, alors, je reprends rapidement cette page. Un angle de 90 degrés entre le tronc et la cuisse, entre 90 et 110 degrés. Idem au niveau des genoux, les pieds bien à plat. Si on n'arrive pas à poser les pieds, on utilise un repose-pied inclinable, orientable, réglable en hauteur et suffisamment large. Sinon, voilà, on s'affranchit de ce genre d'équipement. On peut régler la hauteur du dossier pour avoir un bon soutien. Alors là, c'est un dossier court. Généralement, les sièges aujourd'hui viennent jusqu'aux épaules. Donc voilà, on ajuste la hauteur du dossier pour bien prendre appui et bien avoir un soutien au niveau lombaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ajuste la profondeur d'assise pour venir le plus près possible du mollet, mais sans le toucher. En gros, on laisse l'épaisseur d'une main à peu près. Et si on veut, on peut ajouter une tétière. Aujourd'hui, les sièges permettent ce genre d'équipement en option, voire même en série pour certains. Les accoudoirs, alors ça, c'est effectivement un outil important, puisqu'on réduit véritablement la pression discale au niveau de la colonne vertébrale, donc l'appui des bras a une véritable fonction. Il faut simplement que ces accoudoirs soient réglables pour vous permettre d'avoir un angle de 90 degrés entre le bras et l'avant-bras, et tout ça dans le prolongement de votre poste de travail. Alors, la distance œil-écran, généralement entre 50 et 80 cm. En gros, c'est la longueur d'un bras. Quand vous tendez le bras, vous venez toucher votre écran et on est à peu près sur la distance idéale. Alors ça, c'est important puisque les yeux, donc c'est un fonctionnement musculaire, les muscles oculaires vont travailler pour permettre l'adaptation de la vision. Donc, si on n'ajuste pas cette distance-là, on peut générer de la fatigue, tout comme il est aussi important de relâcher ses muscles. C'est comme un biceps que l'on viendrait contracter en permanence. Il est important, lorsqu'on fait de la musculation, de contracter, relâcher et d'avoir ce mouvement-là. Les yeux, c'est pareil. Régulièrement, il faut absolument regarder ailleurs que son écran. Donc, on regarde derrière si on a une vision dégagée, ou alors à l'extérieur par une fenêtre pour que justement, on puisse faire travailler les muscles oculaires et donc qu'ils ne soient pas statiques également dans une position figée. La hauteur de l'écran, je pense que voilà, tout le monde le sait à peu près aujourd'hui. Le haut de l'écran se situe juste en dessous de l'axe horizontal du regard. Et on oriente un petit peu l'écran pour que le centre tombe voilà, juste au niveau des yeux lorsque l'on regarde légèrement vers le bas. Alors voilà, si jamais on ne respecte pas cette fameuse hauteur d'écran, ben on se retrouve comme ici avec un mouvement de la tête vers l'arrière et donc on va solliciter les cervicales et le rachis cervical avec des contractures et des douleurs. Et si c'est l'inverse, ordinateur portable, et on va revenir dessus tout de suite, là aussi c'est un mouvement de la tête vers l'avant avec là aussi encore des contractions, des contractures au niveau du cou, au niveau également du dos et potentiellement des épaules. Donc il est véritablement important de bien régler la hauteur de son écran. Et pour ça, aujourd'hui, il existe effectivement soit en standard des écrans qui se règlent en hauteur ou bien des bras d'écran, des supports
qui permettent là aussi d'ajuster. Alors, idéalement, c'est d'ajuster la hauteur, la profondeur, l'orientation, avec les bras aujourd'hui qui existent, donc des vérins pneumatiques, des vérins à gaz, pardon, qui permettent d'ajuster sans cran. Vous pouvez vraiment ajuster au millimètre la hauteur de votre écran, le repousser et l'orienter si nécessaire. Donc voilà le genre de petits équipements qui peuvent vous faciliter le quotidien. Bon, aujourd'hui, effectivement, l'usage est surtout lié aux ordinateurs portables. Alors, pendant le premier confinement, moi, je m'écroulais à chaque fois que je voyais les documentaires à la télévision et aux informations, et les gens qui travaillent sur leur canapé, sur leur table de salon. Voilà un peu le genre de position que l'on va avoir. Tout ça, c'est véritablement à bannir, surtout lorsque ça s'installe dans le temps. Regarder ses mails 10 minutes, 15 minutes le soir comme ça, pourquoi pas. Mais si on doit travailler toute la journée, il n'est pas question d'avoir ce genre de position où on va générer des douleurs sur l'ensemble du corps. Donc, ce qui est effectivement important, c'est d'avoir un plan de travail ou un bureau, comme je vous le disais tout à l'heure, et on peut y associer un support écran, comme vous voyez ici. Donc, on glisse l'ordinateur portable sur ce support, on oriente et on réélève un petit peu l'écran pour toujours avoir le haut de l'écran juste en dessous de l'axe horizontal du regard. Et avec ce genre d'équipement, on n'a plus cette position où on est penché vers l'avant. Certains ajoutent un porte-document, comme vous le voyez là. Donc ça, c'est idéal quand on a de la saisie à faire. On va le voir dans quelques instants. Vous placez votre écran, votre document juste face à vous. Bien évidemment, quand on utilise ce genre d'équipement, le clavier n'est plus accessible et donc il faut racheter un clavier séparé et une souris déportée pour que vous puissiez continuer à travailler avec votre poste informatique. Les documents, donc je vous le disais, donc quand on a des documents papier, alors bien souvent quand on n'est pas équipé, on trouve ce genre de position, donc on le met sur le côté où là on a un mouvement de la tête permanent qui peut là aussi solliciter le rachis cervical. L'autre cas de figure, bien souvent même avec les ordinateurs portables, c'est on pousse l'ordinateur un peu plus loin, on intercale le document papier entre l'ordinateur et soi, et donc on a constamment des mouvements de la tête, et là aussi, même si on dit qu'il ne faut pas être sédentaire, là ce genre de mouvement n'est pas forcément très très bon non plus pour les cervicales. Donc il faut bien trouver un moyen, et ce moyen, on l'a ici, le support document, où là vous intercalez ce petit support entre l'écran informatique et le clavier, vous disposez vos documents papier dessus, et on a aujourd'hui des équipements qui sont coulissants, ce qui vous permet de faire glisser le plateau au-dessus du clavier, de faire quelques annotations et de le repousser. Et dans ce cas-là, vous allez être toujours aligné face à votre écran, face à votre document. C'est vraiment la règle de base à respecter lorsque l'on travaille en alternance sur l'écran informatique et sur une feuille de papier. Le clavier ensuite, alors c'est des très vieilles photos, vous me pardonnerez, mais j'ai pas le choix parce que les claviers modernes aujourd'hui ont un peu évolué, heureusement, et donc on n'a plus autant de contraintes où on n'a pas les poignées cassées, on n'a pas des claviers épais comme on le voit sur la photo du dessous qui entraîne une extension des poignets. Donc aujourd'hui, ça s'est amélioré fort heureusement. Donc l'idéal, comme vous l'aurez compris, c'est d'avoir des claviers le plus fins possible, inférieurs à 2 cm. Certaines marques en proposent de série, de l'avoir toujours face à soi, avec le clavier idéalement le plus compact possible, puisque vous le voyez ici, lorsqu'on a un grand clavier avec un pavé numérique, ça décale d'autant la souris sur le côté, et donc le geste pour l'atteindre est plus ample. Donc il faut essayer de réduire un petit peu la zone d'évolution des mains. Et ce que l'on peut arriver à faire, c'est d'avoir un clavier compact comme celui que vous voyez sur la photo de droite, lorsqu'on ne se sert pas du pavé numérique, et d'avoir un pavé numérique rapporté que l'on ramène ou que l'on écarte en fonction de l'usage que l'on va avoir. Ce genre de clavier en 2 parties vous permet, comme vous le voyez là, d'avoir un clavier plus compact, de retrouver la souris dans le prolongement de l'épaule et de plus avoir ce mouvement ample pour aller chercher la souris à chaque fois que vous voulez vous en servir. Ensuite, on parlait de la souris. La souris aussi, je pense que vous avez tous entendu parler de souris ergonomique. Je dirais qu'après le siège ergonomique, on a la souris ergonomique. Alors là aussi, la souris ergonomique, c'est une appellation qui commercialement apporte beaucoup aux gens qui en vendent. Le point le plus important, c'est que cette souris, lorsque vous avez une souris conventionnelle comme celle que l'on voit sur la photo ici, vous avez ce qu'on appelle la rotation ulnaire, où on a la main qui va tourner pour venir coiffer la souris à plat. Et on a un croisement, si on peut simplifier, radius cubitus qui se fait de ce type-là. Et ce mouvement-là, quand il est répété et maintenu longtemps, peut générer des douleurs, notamment, encore une fois, le fameux syndrome du canal carpien avec l'appui de la main sur le plan de travail. Donc ça, il y a des choses aujourd'hui qui permettent d'éviter ce genre de pathologie. L'autre contrainte avec la souris, c'est l'absence de surface. Il faut toujours avoir une surface qui soit adaptée pour positionner sa souris, pas devant une unité centrale sur un coin de bureau, jamais non plus sur une autre hauteur que celle du clavier. On aligne tout et on met tout face à soi.
Et donc justement, sur les souris, donc plutôt que de parler de souris ergonomiques, on va parler de souris verticales, où on retrouve notre petit schéma de la photo d'avant, la rotation radius cubitus quand on vient coiffer la main, avec une souris avec un boîtier vertical, on va redresser la main et on va de nouveau retrouver un alignement qui évite justement d'avoir cette rotation et qui peut générer des douleurs au niveau du coude et du nerf médian pour le fameux syndrome du canal carpien. Donc ça, c'est un point important. Cette souris, pas ergonomique, j'insiste, mais verticale, va vous permettre de retrouver une position naturelle de la main. Depuis quelques temps, on trouve également des nouveautés qui arrivent, c'est la fameuse souris à pointeur central, également appelée roller mouse. Donc ça, c'est un petit équipement qui vient se mettre devant le clavier, comme vous l'avez ici, et on retrouve finalement une configuration comme celle que l'on a sur un ordinateur portable, donc avec les mains face au clavier, avec une petite barre qui permet de déplacer le curseur, on peut cliquer dessus, et on n'a plus le mouvement permanent d'aller chercher la souris ou de la rapprocher de son clavier. On a tout face à soi, on retrouve encore une fois l'alignement que l'on souhaite avoir face à son écran informatique. Donc ça, c'est un gros avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a quand même un temps d'habituation assez conséquent, tout comme d'ailleurs la souris verticale, puisqu'on n'est pas habitué forcément. Souvenez-vous de la première fois que vous avez touché une souris, il vous a fallu également un petit peu de temps avant d'arriver à cliquer exactement là où vous vouliez cliquer. Ensuite, j'en arrive à la dernière partie, et j'espère qu'il y aura assez de temps pour Corinne pour traiter la partie sophrologie. Je vais finir avec la partie travail et sédentarité. Là aussi, trois données chiffrées. 7h30, c'est le temps moyen que l'on passe assis pendant une journée, donc ce qui est quand même pas négligeable, surtout quand on parle de sédentarité, de surpoids et de faible activité physique. Donc 7h30, c'est le temps moyen qui est indiqué comme étant passé par les Français en position assise. 5,3, alors je reprends mes petites notes, 5,3, c'est 5,3 millions de personnes qui meurent chaque année d'une absence, enfin d'une trop grande sédentarité. Et en Europe, ça représente 10% des décès, ce qui est quand même pas négligeable, donc c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et puis 20-30, alors ça c'est beaucoup plus simple puisque je le dis tous les jours, l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité toujours, indique qu'il faut se lever 20 ou 30 fois par jour. Pourquoi? Parce que toute position statique prolongée est néfaste pour la santé. Et quand on dit toute position statique, c'est aussi bien assis que debout. C'est pour ça que même assis ou même debout, il faut arriver à alterner le plus possible et à bouger. Et l'INRS recommande de se lever 20 à 30 fois par jour. Alors, calculez bien, pour une journée de travail de 7 heures, ça veut dire qu'on se lève quand même assez régulièrement. Je ne suis pas sûr que tout le monde se lève aussi souvent sur sa journée de travail. Donc, heureusement, il y a des choses qui vont vous permettre de respecter ces 20 à 30 changements de position par jour. La première, qui est la plus connue, c'est les bureaux à hauteur variable. Alors, de préférence motorisés, électriques, pas à manivelle, parce que assez rapidement, les gens trouvent que ça prend trop de temps et ne se servent plus de la hauteur variable. Donc, ces bureaux, une fois qu'ils sont électriques et idéalement avec des mémoires, on peut travailler assis et travailler debout sans changer d'espace de travail. Un simple appui sur un bouton et vous allez rehausser votre plan de travail. Il y a des palliatifs qui ont vu le jour là aussi il y a quelques temps, les fameux Varidesk ou les bureaux, les plateformes assis debout. En fait, c'est une plateforme qu'on vient rajouter sur son bureau actuel et que l'on peut simplement rehausser. C'est simple et sans effort pour venir travailler debout face à son bureau. On n'a pas à changer le bureau. La contrainte, c'est que si vous avez des documents papier, un téléphone ou tout un tas de choses nécessaires, là, vous n'avez pas de surface d'appui qui vont vous permettre de vous en servir. Donc, ça va limiter un petit peu l'usage. L'autre gadget qui existe aujourd'hui, l'autre aménagement, c'est la tour satellite. Donc là, on utilise un bureau, le même bureau que vous avez aujourd'hui, et sur un coin de celui-ci, on vient fixer une petite colonne avec un bras télescopique et une tablette. Et donc là, on peut mettre un ordinateur portable, un téléphone, et là aussi, passer de la partie bureau conventionnel assis à la partie tablette pour venir travailler debout. Et puis enfin, des petits bureaux mobiles. Alors ça, c'est dans l'air du temps, dans les bureaux, les desks flesques, les bureaux partagés, les bureaux mobiles, où là, on a une petite surface de travail et comme un siège, finalement, avec un vérin à gaz, vous pouvez augmenter ou descendre la hauteur de travail. Donc, tout ça, c'est des petits mobiliers qui vont vous permettre d'alterner la position assise et debout assez facilement. Et puis, l'autre point, c'est le siège. Alors, il y a vraiment 3 points importants sur lesquels il ne faut pas être négligent. C'est les chaussures, le matelas et le siège. Quel que soit le moment de la journée, vous êtes soit debout dans vos chaussures, soit allongé sur votre matelas,
soit assis sur votre siège. Alors autant les chaussures, on a bien compris que les bonnes chaussures, c'est important, surtout quand on fait de la marche. Le matelas aussi. Aujourd'hui, mettre des sommes importantes dans un matelas, les gens ont bien compris que c'était important pour leur santé. Le siège, on a encore un petit peu de mal. Un siège, alors je vais dire ergonomique, mais vous m'excuserez, c'est encore pas l'appellation idéale, mais un siège de bonne facture avec les réglages confortables adaptés à votre activité, il est courant de trouver ça aujourd'hui à 1 500 € hors taxe, voire plus. Donc je parle pas encore une fois de siège ergonomique, mais de siège véritablement de qualité. Et aujourd'hui, on a un concept que je préconise beaucoup en tant qu'ergonome, c'est le siège à assise dynamique. Alors, vous voyez un petit peu le système sous l'assise qui permet de bouger un petit peu et d'osciller. Ça se rapproche un petit peu du Swiss Ball, mais c'est beaucoup plus stable. Vous êtes assis dessus et votre assise va bouger jusqu'à 7000 micro-mouvements à l'heure. Et ces petits mouvements vont solliciter tous les muscles que vous avez le long de la colonne vertébrale, les fameux psoas et iliaques qui viennent finalement servir à protéger votre colonne vertébrale et les disques intervertébraux. Et donc, avec ce type de siège, tout en étant assis, on va continuer à les solliciter, contrairement à une assise normale, où là, vous allez avoir finalement une position très statique. Comme je vous expliquais tout à l'heure avec les muscles, un muscle est fait pour bouger, certainement pas pour rester dans une même contraction. Donc ça, c'est en étant assis, on peut être debout. Et puis je dirais qu'en étant assis, on peut être debout. J'anticipe. En étant assis, on peut être dynamique, mais également quand on est debout, on a cette petite planche, la planche Gimba, qui permet elle aussi d'être sur un support. Donc on n'est pas sur un sol dur, on est sur cette planche, et donc on peut arriver à bouger les pieds et tout en restant sur son poste de travail, on peut là encore donner quelques mouvements. Donc on renforce les fessiers, on renforce les mollets, on fait travailler les chevilles et on est sur une position dynamique tout en étant face à son poste de travail. Voilà, donc si on veut résumer un petit peu tous les équipements, vous l'avez compris, il y en a beaucoup. Chacun a un rôle et une importance différente, du siège à assise dynamique jusqu'à l'équipement donc de bureau et tous les artifices, équipements périphériques dont je vous expliquais tout à l'heure la nature. Voilà ce que vous pouvez mettre en place pour que d'un point de vue ergonomique, bien-être au travail et surtout physique et physiologique, votre poste de travail puisse être adapté au temps que vous allez passer face à lui. Voilà, je suis désolé pour les coupures. J'espère que tout est passé malgré tout. Merci beaucoup, Cyril. On a tellement appris de choses qu'on te pardonne toutes tes petites coupures. Bon, c'est gentil, Colline. Très Merci. Intéressant. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai plein de réglages à faire après ce que tu viens de dire. J'imagine. Bon, Très bien. Alors, pour ma part, je vais vous parler d'équilibre vie pro, vie perso. La mise en place du télétravail, elle a souvent fait disparaître les frontières entre la vie pro et la vie perso. Le cadre dont on va parler, c'est celui que vous allez vous fixer avec vous-même, on va dire, pour rester en équilibre et puis rester efficace et performant. Sachant bien que cette notion d'équilibre, elle est malgré tout assez subjective. Ce qui est équilibré pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Ce qui était équilibré pour vous il y a quelques années, ne l'est plus forcément aujourd'hui. Cet équilibre, il repose sur 3 capacités. La capacité à se respecter soi-même, à se faire respecter tout en respectant les autres. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait résumer cette notion d'équilibre. Donc, on va commencer par se poser la question, faire l'état des lieux. D'abord, comment vous répartissez votre temps? Le temps pour vous, le temps social, le temps professionnel, le temps familial, le temps pour votre couple. Vous voyez, ça fait beaucoup de temps différents tout ça. Et en y réfléchissant rapidement, est-ce que vous avez la sensation que cette répartition, elle est idéale? Sinon, quelle serait la répartition idéale? Il peut y avoir des petits ajustements à faire, un petit peu plus d'un côté, un petit peu moins de l'autre. Le travail, ça peut être une source d'épanouissement considérable, comme ça peut devenir notre premier facteur de stress. Et de la même manière, la famille, ça peut être une ressource, une richesse incomparable. Et ça peut aussi devenir la chose la plus envahissante, la plus épuisante possible. Donc, tout est une question de répartition et de dosage. Ensuite, en matière d'équilibre, on est parfois notre propre ennemi, notre pire ennemi. Les messages contraignants, en fait, finalement, ce sont nos filtres. La façon qu'on a chacun de voir les choses avec nos propres lunettes. Et les actions qu'on mène en général, c'est le fruit d'une réflexion, le fruit d'un raisonnement, mais parfois, nos actions, elles sont irréfléchies. On agit par réflexe, comme si quelque chose nous poussait à agir d'une certaine façon. Et bien, ce petit quelque chose, c'est souvent utile parce que ça va dans le sens de ce qu'on veut et de ce qu'on est. Mais il y a des automatismes qu'on peut regretter après coup. On appelle ça des injonctions personnelles qui peuvent devenir d'ailleurs des croyances très inconscientes, qui sont dans certaines situations des vrais moteurs
et parfois ça peut nous empêcher d'évoluer, de changer, ça peut nous bloquer. Donc, ces messages contraignants, c'est intéressant de se questionner. Par exemple, je ne sais pas dire non. Pourquoi je ne sais pas dire non? Pourquoi je ne sais pas dire non à mon collègue? Ça, c'est un message contraignant. Pourquoi à qui je cherche à faire plaisir en faisant toujours plus de travail? Ce sont ce genre de messages contraignants qu'il faut observer. Et puis aussi les chronophages. C'est intéressant d'identifier les chronophages qu'on peut appeler les voleurs de temps. Dans la vie privée comme dans la vie pro, les chronophages, ils peuvent très bien être internes comme ils peuvent être externes. Les chronophages externes, ça va être les imprévus, ça va être les personnes qui vont s'étendre sur leurs problèmes alors qu'ils ne vous ont pas demandé si vous aviez le temps de les écouter. Ça va être les interruptions, voilà, c'est tout ce que vous ne maîtrisez pas, tout ce qui est indépendant de votre volonté. Et tous les chronophages internes, ça va être votre propre difficulté, par exemple, à fixer des priorités. Ça va être votre difficulté à planifier, à anticiper, à organiser. Parfois, c'est votre perfectionnisme qui peut en même temps être un message contraignant pour le coup, ou l'incapacité à dire non. Ça, ce sont des chronophages internes. Donc, que ce soit interne ou externe, les voleurs de temps, il faut les apprivoiser pour pouvoir gagner en équilibre. Donc, cet état des lieux, il permet de savoir où le bas blesse, ce qui freine votre équilibre. On va se poser la question maintenant de comment j'améliore la qualité du temps. Donc la gestion du temps, pour l'optimiser, il y a plusieurs pistes. À propos de vos croyances, d'abord, se poser la question de se dire, voilà, c'est pas parce que j'ai toujours fait, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai toujours fait que c'est devenu une obligation. Ou c'est pas parce que je l'ai toujours fait que de cette façon que c'est la meilleure façon de le faire. Accepter l'idée qu'une autre façon de faire puisse fonctionner aussi, puisse être possible. En matière de gestion du temps, c'est la première piste. Ça va être la souplesse, la flexibilité. Donc, pouvoir envisager de changer vos schémas, vos habitudes. Pour gagner du temps, pour gérer le temps, pour optimiser votre temps, en télétravail, il sera intéressant d'appliquer la politique de la porte fermée. Que votre bureau ait d'ailleurs une porte ou qu'il n'en ait pas, si vous n'affichez pas le temps qui est occupé et le temps qui est libre, tout le monde peut penser que vous êtes disponible en permanence. C'est ça le piège d'ailleurs du télétravail. Donc la politique de la porte fermée, c'est de définir quand c'est possible d'être dérangé et quand c'est pas possible. Une fois qu'on a défini ça, c'est de le communiquer, de le dire ou bien de l'écrire si ça suffit pas. Et puis après, c'est surtout d'être assez ferme pour le faire respecter. Ce principe de la porte fermée, il s'applique aussi à votre vie sociale. Dites à vos amis quand vous êtes dispo et quand vous n'êtes pas dispo pour les écouter. Sinon, il y a des personnes qui peuvent vous appeler et vous, si vous ne savez pas dire non, vous prenez les appels et ça prend sur votre temps, ça mange votre temps. Ensuite, pour améliorer la gestion du temps, il faut aussi pouvoir maîtriser les interruptions au lieu de les subir. Les interruptions, elles peuvent être humaines ou elles peuvent être aussi électroniques. C'est toutes les notifications, les alarmes, les téléphones qui vibrent, etc. Tout ça, ça vous fait perdre du temps et ensuite vous avez du mal à vous reconcentrer sur votre travail. L'idéal, c'est tout simplement de désactiver toutes les alarmes et les notifications pour pas que ça vienne polluer votre télétravail. Après, toutes les interruptions qui sont liées aux habitudes des hommes, des personnes autour de vous, des humains, ces personnes, elles peuvent être habituées à vous demander votre avis. Donc, que ce soit d'ailleurs vos collègues ou vos enfants, pourquoi pas déléguer un peu plus, encourager, former, développer l'autonomie, que ce soit des collègues ou des enfants. Au début, ça prend du temps. Mais en fait, on se rend compte que ça devient rapidement libérateur. En fait, vous allez en gagner ensuite du temps. Donc, il faut apprendre à dire, il faut apprendre à arrêter de dire plutôt laisse, je vais le faire. Parce que typiquement, en donnant les moyens aux autres de s'en sortir sans vous, vous investissez du temps pour vous en fait. C'est ça en fait. Au final, c'est vous qui allez en regagner derrière. Bien sûr, après, on parle de gestion du temps, on pense forcément à l'agenda. L'idée, c'est d'en avoir un seul pour tout. Quand la vie pro et la vie perso sont mélangées comme ça avec le télétravail, le privé et le perso doivent pouvoir faire partie d'un seul et même agenda. Donc cet agenda, il doit vous permettre d'avoir une vue, de la visibilité sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Ça va devenir votre facilitateur, c'est ce qui va vous donner de la souplesse et de la clarté. Donc inscrivez dans votre agenda tout ce qui est déjà récurrent, tout ce qui est prévisible. Mettez par exemple aussi toutes les périodes de vacances scolaires. C'est idéal pour pouvoir concilier vie pro et vie perso. C'est un élément important. Utilisez un code couleur pour faire apparaître de façon très facile dans votre agenda ce qui relève du pro et ce qui est du perso. Quand vous planifiez quelque chose, prévoyez toujours une heure de début et une heure de fin. Ça doit vous faire penser à l'adage de Cyril Parkinson qui dit que plus on dispose de temps pour faire un travail,
plus ce travail va prendre du temps. Donc, dans votre agenda, posez des débuts et des fins, des deadlines, ça vous aide à maîtriser, à rester maître de votre temps. Ensuite, épurer, ça fait gagner du temps. La nature, elle a horreur du vide. Et plus on a d'espace, plus on va entasser, plus on va s'éparpiller. Et donc l'espace, c'est un peu comme le temps avec la loi de Parkinson qu'on vient de citer. Si vous ne délimitez pas l'espace qui est nécessaire à chaque chose va prendre plus de place. Donc un environnement épuré, ça participe à clarifier vos pensées. C'est un peu le miroir de votre mental. Donc au final, on y gagne. Ça permet d'être plus performant, plus efficace, de gérer mieux votre temps. Et puis en matière de gestion du temps, il faut forcément parler des emails, parce que les emails, c'est un peu la boîte de Pandore. On peut vite se sentir complètement inondé de messages. C'est un excellent outil de communication en période de télétravail, c'est indispensable, mais on se rend compte qu'il y a rarement de règles qui ont été définies pour utiliser les mails. D'ailleurs, on n'est pas tous d'accord sur la façon d'utiliser les mails. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Donc, la règle en matière de gestion du temps, surtout ici, ça va être une gestion des emails, c'est un mail lu égale un mail traité. Voilà. Un exemple de perte de temps aussi quand on est en télétravail et qu'on envoie des mails. Si vous adressez par exemple un mail à 3 personnes en disant que voilà, quelque chose doit être fait, eh bien, si vous envoyez un mail pour 3 personnes, le premier va se dire que les autres vont le faire. Le deuxième, il va peut-être faire le travail en prenant le risque que ça fasse peut-être un doublon. Et puis le troisième, il va vous appeler pour savoir qui doit le faire. Donc au final, tout le monde a perdu du temps. Donc pensez à votre politique des mails. Réfléchissez à comment vous pouvez optimiser la gestion de vos emails. Parce que tout ça, mis bout à bout, ça participe considérablement à améliorer votre gestion du temps. Et le temps, c'est toujours un petit peu l'ennemi. Les journées passent trop vite, le temps passe trop vite. Comme là, exactement à l'instant où je vous parle, où je sais que nous avons un temps restreint. Résister à la distraction, c'est un peu un problème quand on est en télétravail parce que déjà on est en temps normal inondé par des informations en permanence. Notre capacité à ignorer les informations, les tentations en fait pour rester concentré sur une seule chose, ça s'appelle l'attention sélective. Et on ne pourrait rien faire sans cette attention sélective. Le problème, c'est que tout est fait pour nous distraire aujourd'hui. Donc, il faut apprendre à surfer sur la vague de la distraction en télétravail. Autrement dit, c'est d'imaginer la tentation comme une vague, c'est-à-dire la vague, elle monte, on sent qu'elle atteint son pic et après, finalement, la vague, elle finit par s'écraser. Donc, cette tentation à la distraction, elle dure en général 10 minutes. Donc, à chaque fois que vous avez une envie de vous laisser distraire, répétez-vous dans votre tête, ou dites-le même à voix haute éventuellement, je peux céder à la distraction, mais pas maintenant. Je dois attendre juste 10 minutes. Et il y a fort à parier que 10 minutes plus tard, la tentation, elle soit partie, vous n'y pensiez même plus, vous soyez concentré sur autre chose, et puis voilà, la distraction est passée. Donc, le contraire de la distraction, c'est la traction. L'attraction, c'est toutes les activités qui vont nous rapprocher de l'objectif. Ça s'oppose à la distraction qui, elle, nous éloigne de ce qu'on doit faire, tout simplement. Donc, pour libérer ce temps de cette traction, ce qui nous rend efficace, on doit travailler par bloc de temps, c'est-à-dire à planifier des moments dans notre agenda pour travailler de façon ininterrompue. Non seulement ça fait gagner du temps, mais en plus, ça nous aide à produire un meilleur travail. On est plus efficace. Quand on se concentre sur un sujet sans être interrompu, on va être capable de l'explorer de façon détaillée, d'aller dans le détail, de mieux réfléchir aussi également. Donc, c'est important de réfléchir à cette notion de distraction. Et pour pallier à ce problème de la distraction, on peut se poser la question de dire voilà, quel pacte je peux passer avec moi-même pour résister à la distraction. Moi, je vous propose 3 pactes. Le pacte d'effort, le pacte de prix et le pacte d'identité. Le pacte d'effort, il consiste à ajouter un effort supplémentaire entre vous et ce que vous voulez arrêter de faire. Je donne un exemple un peu cliché, un peu bateau, mais parce qu'on comprend bien, on visualise bien. Si vous êtes tenté par la console de jeu quand vous êtes en télétravail, débranchez la console de jeu, rangez-la, dispersez même les éléments, histoire d'être découragé à l'idée de devoir tout installer si vous étiez tenté d'aller jouer au lieu de travailler. Par exemple, voilà, c'est ça le pacte d'effort, c'est de rajouter une difficulté pour ne pas céder trop facilement à la distraction. Le pacte de prix, comme son nom l'indique, c'est un pacte qui nous coûte de l'argent quand on ne respecte pas. Admettons que vous souhaitez limiter l'utilisation de votre téléphone quand vous êtes en télétravail, de limiter les réseaux sociaux, par exemple. Les réseaux sociaux, c'est une pollution pas possible. Eh bien, vous pouvez vous engager chaque semaine avec vos collègues ou avec des amis à leur envoyer une capture d'écran de votre smartphone pour montrer le temps que vous avez passé dessus. Si vous avez dépassé le temps d'écran que vous vous étiez fixé,
vous payez une amende, vous payez le prochain resto. Vous voyez, ça peut être un challenge, un défi. Mais en tout cas, vous pouvez le faire à plusieurs. C'est aussi plus motivant de dire, voilà, qui a gagné cette semaine. Donc, le pacte de prix, ça fonctionne bien aussi. Et puis, le pacte d'identité, il consiste à dire aux gens, au monde, ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Par exemple, on veut prendre l'habitude de répondre à nos mails le matin. On se dit, voilà, il faut que tous les matins, j'ai traité mes mails. Eh bien, on va l'écrire dans notre signature de mail. Par exemple, je réponds à mes emails avant midi. Et une fois qu'on l'a communiqué ouvertement à tout le monde, eh ben, on va se sentir forcément obligé de respecter ce qu'on a dit. Et de ne pas le faire, ça impliquerait de ne pas être pris au sérieux. Et c'est vraiment ce qu'on va chercher à tout prix à éviter. Donc voilà, ce sont des exemples de pactes que vous pouvez passer avec vous-même pour vous éviter de trop facilement vous laisser avoir par la distraction. Donc, en résumé, fixer un cadre, c'est-à-dire établir déjà un cadre, un lieu et des horaires de travail, ça va être la clé pour réussir le passage au télétravail. Définir un espace de travail dédié avec toutes les recommandations que Cyril vous a faites sur les réglages de votre poste de travail, que ce soit un endroit délimité comme tel, ça va être une clé pour maintenir votre équilibre vie pro, vie perso. Ensuite, vous pouvez créer une routine avant de commencer. Parce qu'il y a un des changements majeurs quand on travaille chez soi, c'est le temps de trajet. Et ce temps de trajet, c'est quelque part un sas aussi avant de commencer votre journée. Donc, pour recréer cette transition le matin, vous pouvez fixer une petite routine spéciale télétravail à la place du temps de transport que vous auriez eu. Vous pouvez passer peut-être un peu plus de temps avec vos enfants, faire un jeu avec eux, lire quelques pages d'un livre, aller faire un petit peu de sport, aller faire une marche de 30 minutes dans votre quartier, etc. Ça peut être un bon moyen de dire, voilà, c'est un rituel en fait, tout ce qui est de nature à rythmer un petit peu votre journée, c'est bon. Et dans le sens inverse, c'est pareil, fixer une fin de journée et vous déconnecter à ce moment-là. Le truc, c'est que dans l'autre sens, vous n'avez plus non plus à penser à rentrer chez vous vu que vous y êtes déjà. Donc le risque, c'est de ne pas vous arrêter et de continuer à travailler assez tard le soir. Donc fixez une heure limite, mettez une alarme éventuellement, ça va marquer la fin de journée de boulot. Vous éteignez votre ordinateur, vous rangez vos affaires professionnelles et vous les mettez hors de votre vue, de votre champ de vision pour ne pas y repenser. Si vous avez du mal à vous arrêter, faites pareil que pour le matin, un petit sas de décompression, un petit sas de fin de journée, une marche, etc. Quelque chose qui puisse faire la transition entre le travail et le temps perso. Fixer des priorités pro et des priorités perso pour la journée pour éviter que votre journée de télétravail elle ne tourne qu'autour de votre travail. Fixer par exemple 3 priorités pro, 3 priorités perso. Essayez d'être équitable dans vos priorités. Et de la même manière, prévoir des blocs de temps pro, des moments perso, programmer les créneaux. Notez-les dans votre agenda, même les moments les plus évidents qui vont rythmer votre journée, le repas, les pauses, les activités, de manière à vous aider à structurer vos journées. Établir des règles de vie pour éviter que la vie privée n'empiète trop sur votre travail et de devoir toujours être en train de jongler. Donc, on indique à l'entourage quelles sont vos heures de travail et on précise à quel moment on est disponible. Voilà, ça fait partie des règles de vie sur lesquelles il faut être assez ferme. Et puis sur la vie pro, partagez vos contraintes et gardez le lien. Par exemple, vous avez un problème technique ou un problème d'emploi du temps, eh bien, partagez-le avec vos collègues. Ce n'est pas parce que vous êtes tous dispersés que le problème ne peut pas être partagé en présentiel. Vous auriez partagé ce problème avec un collègue. Donc, par exemple, si vous avez un problème d'emploi du temps, je ne serai pas disponible entre 16h30 et 17h. Je reste joignable avant ou après. Communiquez-leur cette contrainte de temps. Vous avez une réunion Zoom et puis vous avez une mauvaise connexion Wi-Fi. Prévenez-les, faites un mail, voilà, pour la réunion en visio, je me connecterai uniquement en audio car problème de connexion. Chacun pourra peut-être vous aider à trouver une solution plutôt que vous restiez seul à stresser. Donc, vous voyez, ça fait partie des choses du cadre qui participe à rendre le télétravail efficace et confortable aussi surtout. En synthèse, le télétravail va rendre les frontières entre la vie pro et la vie perso plus floues. Ça va forcément nécessiter un petit peu d'organisation pour que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre. Et puis, le tout, c'est d'en avoir conscience, d'avoir en tête cette fragilité, la fragilité de cet équilibre, la porosité des deux sphères, privée et pro, pour y être attentif tout au long de la journée. Donc, il va falloir faire des pauses parce qu'il se peut qu'en télétravail, vous culpabilisiez
à l'idée de prendre une pause. Mais si vous réfléchissez bien, quand vous êtes au boulot, vous faites des pauses, vous faites des petits breaks avec vos collègues. Vous n'êtes pas sans arrêt en train de travailler. Ça vous arrive d'être souvent interrompu pour X ou Y raison. Vous ne travaillez pas non-stop. Et bien à la maison, c'est pareil. Les coupures, elles sont autorisées, elles sont même conseillées. Donc il va falloir penser à intégrer des pauses dans votre emploi du temps pour vous aider à poser des limites. Et de toute façon, c'est ce qui vous aide à gagner en productivité. Donc pour maintenir cet équilibre et cette performance, je vais vous parler de la méthode Pomodoro et un ensemble de petits exercices pour lutter contre les inconvénients de la sédentarité, on va dire, en télétravail. La méthode Pomodoro, qu'est-ce que c'est? En télétravail, c'est essentiel de prendre des pauses, hein, comme on l'a vu, pour ne pas avoir constamment la tête dans le guidon. Cette méthode, elle montre que des pauses régulières, ça va favoriser l'agilité intellectuelle. Les temps de repos participent à consolider votre mémoire. Donc, l'objectif, comme vous le voyez sur le diaporama, c'est que travaillez sur une tâche précise pendant 5 minutes, octroyez-vous une pause de 5 minutes, et au bout de 4 sessions, c'est-à-dire vous faites 25 minutes, 5 minutes, ça fait 30 minutes, hop, 4 sessions, c'est-à-dire 2 heures, vous pouvez prendre une pause plus longue de 15 à 20 minutes. Si 25 minutes de travail, c'est pas assez, c'est trop court, adapté à vos habitudes. Mais l'idée, c'est de trouver son rythme et de le respecter, de l'appliquer. Cette méthode Pomodoro, elle est vraiment très efficace. Elle vous aide à rester toujours frais mentalement, en fait. Hein. Elle vous aide à rester créatif, à rester productif. C'est ce qui vous aide à rester concentré et productif. Donc, retenez méthode Pomodoro. Ensuite, les pauses, ça peut être l'occasion de respirer. Il y a plein de façons de respirer. Vous pouvez faire des respirations calmantes. Une respiration calmante, comme son nom l'indique, elle va vous aider à retrouver le calme, que ce soit physiquement ou mentalement. Pour ça, vous allez inspirer en comptant jusque 3. Vous retenez l'air en comptant jusque 3 et vous allez souffler longtemps, 10 à 12 secondes par la bouche, hein, comme si vous soufflez dans une paille. Et puis, vous allez renouveler ces cycles-là pendant peut-être 5, 6, 10 cycles, hein, peu importe, jusqu'à ce que vous sentiez que vous vous sentez plus apaisé, plus calme. Quand vous sentez que vous avez su faire baisser un petit peu la pression. Ça marche bien. La respiration alternée, celle-ci, elle va être efficace pour vous aider, par exemple, à clarifier un petit peu votre mental, pour rafraîchir un petit peu vos idées. Vous allez poser votre index droit sur la narine droite. Vous allez inspirer l'air par la narine gauche, du coup. Vous sentez l'air frais par la narine gauche et puis ensuite vous inversez, vous posez l'index gauche sur la narine gauche et vous évacuez l'air, vous expirez l'air qui est du coup un peu plus tiède par la narine droite. Donc vous sentez l'air frais d'un côté, l'air tiède de l'autre. Vous faites 5, 6, 7, 10 cycles dans un sens et vous faites la même chose ensuite dans l'autre sens. Vous inversez, vous faites passer l'air frais dans une narine, l'air chaud dans l'autre narine. C'est un exercice qui peut être assez dynamisant aussi et qui aide vraiment à se recentrer. Ça peut être aussi très efficace. Donc respiration alternée. La cohérence cardiaque, très courant, très classique, même les cardiologues le recommandent, on en entend de plus en plus parler, c'est vraiment une respiration qui est très efficace pour se calmer, pour se réaligner aussi. Et en fait, elle fait baisser le rythme cardiaque, elle diminue la pression artérielle, etc. Il y a beaucoup d'avantages. La méthode 365, elle consiste à faire 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Donc, ce qui revient à inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes. Inspirer sur 5, expirer sur 5. Il y a une appli gratuite qui est très bien pour ça. C'est une bille qui monte et qui descend. Vous n'avez plus qu'à suivre la bille. Pardon, c'est Respirelax. Et vous pouvez suivre cette appli puis programmer les temps d'inspire, les temps d'expire pour retrouver cette sensation de calme et de bien-être. La respiration inversée, elle est très intéressante quand, par exemple, vous sentez que vous saturez. Vous en avez plein la tête. Vous posez vos pouces sur vos narines. Vous inspirez par la bouche. Vous bloquez la respiration. Vous soufflez dans vos narines encore bouchées, comme si vous cherchiez à faire monter la pression. Et d'un seul coup, vous chassez l'air par le nez, pas par la bouche, hein, justement, en relâchant les mains. Et là, ça vous aide à faire le vide. C'est un bon moyen de désencombrer le mental. Donc là, c'est vraiment une respiration inversée. J'inspire par la bouche, je bloque, je fais monter la pression dans le nez et je chasse l'air par le nez en relâchant les mains. Ça marche très bien également. Et puis enfin, il y a le soufflet thoracique qui est un exercice de sophrologie qu'on peut utiliser de plein de façons, mais tout simplement là ici, comme un exercice de respiration pour se détendre. Donc on pose les mains sur les côtes, tout simplement. On inspire pour sentir les côtes qui se soulèvent. Et on expire en soufflant par la bouche.
pour sentir les côtes qui redescendent. Et en fait, en faisant ça, en sentant ce mouvement, en répétant plusieurs fois cette respiration, vous allez dénouer toutes les chaînes musculaires que va impliquer la respiration. Et ça participe vraiment à détendre le dos, le diaphragme, la poitrine. C'est vraiment très efficace. Donc, toutes les respirations, elles sont calmantes, elles sont dynamisantes, elles améliorent de façon générale l'oxygénation. Et si on s'oxygène mieux, on améliore aussi les performances de notre cerveau. Donc, tout ceci est plutôt efficace et cohérent. Ensuite, pour répondre un peu aux problèmes qu'évoquait Cyril tout à l'heure, les problèmes de tension, de douleur, de tout ce qui est lié à la sédentarité en télétravail, c'est les exercices de relaxation, de relaxation dynamique en sophrologie. Ça va être des exercices qui vont vraiment être très utiles pour libérer les zones du corps qui sont souvent impactées par les postures et la sédentarité. J'ai même entendu parler, j'ai lu un article dans un magazine de santé récemment qui parlait de e-phlébite. On diagnostique de plus en plus des cas de phlébite chez des personnes qui sont en télétravail et du coup ne marchent plus pour aller au boulot, sont assis toute la journée. Donc vous voyez, il y a vraiment un intérêt, ce que disait Cyril tout à l'heure, c'est que le mouvement, il est indispensable dans notre nature d'humain. On a besoin de ce mouvement. Donc l'apport du mouvement, c'est un vrai plus pour votre santé pendant le télétravail. Donc l'avantage, c'est qu'au-delà de l'effet détente physique que vont vous procurer ces exercices, vous allez pouvoir les associer à une pensée positive. Et du coup, ces exercices, ils deviennent psychocorporels. Vous voyez, on fait d'une pierre deux coups. Alors, je vais prendre un petit peu de recul pour vous montrer ces exercices en mouvement. C'est pour ça que je me suis mis un petit peu. Alors, c'est inversé, donc je vais faire comme ça. Ouais, là, je suis au centre. D'abord, donc, il y a l'exercice du cou qui va permettre de détendre la nuque. Bon, pour celui-là, je vais rester assise parce qu'en réalité, vous me verrez mieux comme ça. L'exercice du cou, il consiste à inspirer par le nez, bloquer la respiration, faire un mouvement de gauche à droite. Et on souffle, on revient tête droite. Ensuite, on va faire la même chose, mais en faisant un mouvement de haut en bas. On inspire. On bloque la respiration, on fait un mouvement de haut en bas. On cherche vraiment à avoir la plus grande amplitude possible. On souffle, on relâche. On peut même le faire de la même manière en faisant un mouvement circulaire. On peut faire aussi en contractant les muscles antérieurs du cou. Donc ça va participer à détendre la nuque. Cet exercice, vous pouvez le faire en l'associant à une pensée. Donc si je me dis cet exercice du cou détend la nuque, mais je peux aussi imaginer ce mouvement. Par exemple, je vais dire non au stress. Voilà. Non au stress. Et par contre, quand je suis sur le mouvement de haut en bas, je peux dire oui au calme, oui à la confiance en soi, etc. Tous ces exercices dont je vais vous parler, vous les aurez tous sur les pages comme j'ai l'habitude de vous les transmettre. Hein. Rapidement, je vais vous les présenter assez vite. Le pompage des épaules pour détendre les trapèzes, c'est un exercice que vous allez pouvoir faire. Donc là, je prends un peu de recul pour que vous voyez bien. Vous inspirez par le nez en gonflant le thorax. Vous bloquez la respiration, vous fermez les poings et vous faites un mouvement des épaules de haut en bas. Et ensuite, vous soufflez, vous relâchez. Cet exercice, ça va détendre le corps, mais en même temps, vous pouvez associer l'idée, voilà, je jette mon stress. Je travaille sur le lâcher-prise éventuellement. Vous voyez, vous pouvez lui donner un sens pour qu'en plus de vous détendre, ça vous apporte quelque chose sur le plan psychocorporel. Après, on a l'exercice des moulinets. Les moulinets, c'est un exercice qui est très efficace. Vous allez travailler en deux temps. D'abord, le côté droit, vous inspirez. Vous bloquez la respiration, vous tournez le bras droit dans un sens. Vous le ferez également en tournant dans l'autre sens. Pas de jaloux, vous ferez le côté gauche également, dans un sens, dans l'autre sens. Et ensuite, vous allez faire travailler les deux bras ensemble, dans un sens ou dans l'autre. Vous aurez un audio pour vous guider, ce sera plus simple. Là, j'essaie de le faire rapidement pour que vous puissiez visualiser. Cet exercice, en le faisant, ça dénoue les épaules, ça travaille à libérer un petit peu toutes les tensions qu'on peut avoir quand on est à son poste de travail toute la journée. Mais vous pouvez aussi associer ce mouvement, par exemple, à l'idée de je relance, j'active la vitalité, je stimule l'énergie dans le corps, etc. Vous voyez, c'est pas qu'un mouvement simplement de détente, on peut l'associer à autre chose. Pour détendre les mains et les poignets, en sophro, on a l'exercice des éventails. Vous inspirez en levant les bras à l'horizontale. Vous bloquez la respiration et vous secouez les mains. Donc comme ça ou comme ça, vous voyez, on peut le faire dans les deux sens. L'idée, c'est de libérer les tensions qu'on peut avoir dans les poignets. Cet exercice fonctionne très bien, mais là, celui-ci, l'avantage, c'est que vous pouvez lui attribuer un sens en disant, voilà, je lâche prise
Au moment où je le fais, j'associe une pensée, ça devient psychocorporel. Allez, je lâche prise, je lâche mon stress, par exemple. Ensuite, on a pour détendre les lombaires, on va avoir l'exercice des rotations axiales. Les rotations axiales, c'est un mouvement très simple comme ça, qui va vraiment permettre de détendre les lombaires. Donc là, c'est pareil, c'est toujours avec une respiration contrôlée en sophrologie. On inspire, on bloque la respiration et on tourne sur soi, sur son axe, en laissant les bras bien souples et les appuis bien au sol. Et puis, ça participe vraiment à détendre les lombaires. En faisant cet exercice, je détends mon corps. Mais si j'y réfléchis un petit peu, je peux dire, bah tiens, comment je peux, quelle intention je peux donner en plus à cet exercice? Je peux très bien imaginer, je crée une bulle de calme. Voilà, je reconditionne une atmosphère calme autour de moi. Après, on a mis quoi? On a mis les hémicorps. Les hémicorps, pour étirer le corps, vous allez inspirer, tirer sur le côté droit, souffler en relâchant. Vous ferez la même chose plusieurs fois à gauche, relâchez, puis vous le ferez une fois les deux bras ensemble. Cet exercice, il est de nature à détendre, à étirer tout le corps. Mais on peut aussi imaginer, si j'associe une pensée positive, je dis voilà, alors j'ai fait une bulle de calme juste avant, et puis juste après, je vais étirer le calme, je vais déployer le calme de bout en bout dans chaque partie de mon corps. Voyez, donc comme ça participe à créer des sensations, à faire émerger des ressentis positifs dans le corps. Pour détendre les jambes, Cyril disait, les jambes c'est important, il faut dénouer les jambes, il faut les faire bouger. Eh bien, la marche virtuelle, c'est un exercice en sophrologie ou en respiration libre, on marche sur place tout simplement. On marche sur place et on se concentre sur les appuis, donc on prend bien le temps de décomposer chaque pas. Mais si je me concentre sur une pensée positive en même temps, je peux très bien me dire, voilà, je marche confiant. J'imagine que j'avance confiant vers l'avenir ou peu importe, vous voyez, n'importe quelle idée que vous pourriez associer à cette marche, ou je marche calmement, peu importe. Et du coup, cette marche, elle prend un sens tout de suite, une dimension positive sur le plan de la pensée. Donc, ça devient un exercice psychocorporel. Donc, tous ces exercices, vous les aurez disponibles dans un petit, encore une fois, dans un petit lien vers le site. Maintenant, vous avez l'habitude, je vous ai tout noté ici. En dehors de la relaxation dynamique en sophrologie, on a aussi les relaxations statiques, donc body scan et visualisation. C'est vraiment des temps de relaxation statique, des temps de repos, entre guillemets, de récupération, qui vont vraiment permettre d'optimiser la récupération en 15 à 20 minutes. On a un bénéfice pour le corps qui est proche de 2 heures de sommeil. C'est vraiment faire la sieste utile. C'est pour ça que je le mets, parce que c'est vraiment, on dort pas en réalité, mais en termes de récupération, c'est beaucoup plus efficace que des petites siestes vite fait comme ça. Ça aide à stimuler la créativité, ça augmente aussi votre capacité. On ne vous entend plus effectivement, Corinne. Mince alors. Si vous pouvez faire la petite roue crantée, la petite manip de la roue crantée. Ah oui, plus de charge dans le casque, nous dit Valérie, ça c'est possible. Alors, si, ouais, Corinne, vous pouvez faire la petite roue crantée, comme ça, vous prenez le son de votre ordinateur plutôt, le micro de l'ordinateur. C'est bon? Yes, c'est bon. Voilà, ça marche. Ok. Autant pour moi, excusez-moi pour le dérangement. Donc, ces exercices, que ce soit les relaxations dynamiques que je vous ai présentées avant ou ces exercices de relaxation statique, vous savez comment les retrouver sur le site sophrologie-béthune.fr. Il y a une sophro en ligne, en fait, et vous avez programme MMJ. Il y a une rubrique télétravail et le petit mot de passe MMJTT comme télétravail 2021. Voilà pour accéder à ces exercices de relaxation qui vous aideront à mieux vivre, à garder la performance en télétravail. Je le remettrai après peut-être si vous voulez. Pour terminer, les 10 commandements du télétravailleur, on s'était dit avec Cyril que finalement on pouvait terminer là-dessus. En pyjama, tu ne resteras pas. Oh, attendez, je mets bien mon écran. Voilà. En pyjama, tu ne resteras pas. C'est un peu le piège du télétravail, c'est de rester en pige. Un espace de travail, tu t'octroieras. Des horaires, tu respecteras. Lessive, ménage et travail, tu distingueras.
Voilà, c'est bien distinguer des blocs de temps pour chaque sphère de votre vie. De la pause déjeuner, tu profiteras. N'oubliez pas de vous arrêter pour manger, puis essayer de garder cette régularité. À la planification des tâches, tu t'appliqueras. Un agenda bien structuré, ça aide à maintenir un bon équilibre. Garder le contact, tu n'oublieras pas. N'oubliez pas que vos collègues ne sont pas à portée de main, mais ils sont à portée de téléphone. Donc, partagez avec eux vos difficultés. Un suivi des actions, tu transmettras. Restez connecté, transmettez le contenu de votre travail régulièrement. Ta journée de travail, tu transmettras. De la confiance en tes équipes, tu auras. On pourrait résumer un petit peu les 10 commandements du télétravailleur à tout ça. Voilà, je pense que nous avons terminé. Nous avons terminé avec un petit peu de retard, mais je redonne la parole à Colline. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. C'est pas grave, on a quelques minutes de retard et comme ça, sans perdre trop de temps, je lance tout de suite le petit sondage de fin. Hop, le voilà, avant que les apinotes nous quittent. Eh bien, un grand merci à tous les deux. C'était extrêmement intéressant. Et puis voilà, comme Corinne, ta conférence précédente, très intéressant d'avoir deux visions. Voilà, la vision avec vous, Cyril, plutôt ergonomie et la vision des apports de la sophrologie avec vous, Corinne. C'était super. Merci beaucoup. Donc, un grand merci. Et merci aux apinotes qui étaient parmi nous sur ce temps de midi. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions sur cette séance. Donc, eh bien, je vous souhaite une belle après-midi à tous les deux. Je vais peut-être répondre, si tu le permets, Colline, à Morgane. Ah oui, pardon. Les 3 accès aux exercices sont... Est-ce que c'est accessible tout le temps ou pendant une durée limitée? Pendant toute la durée du replay d'Happy Visio. Donc, c'est pendant 6 mois, en fait. Donc, c'est... 3. C'est 3 mois. D'accord, pendant 3 mois. Ok, voilà. Donc, c'est dispo pendant toute la durée du replay, sans aucun problème. Parfait. Merci beaucoup, Corinne, pour la réponse. Eh bien, merci à tous les deux et très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, je reste un petit peu avec vous encore, les apinotes, puisque vous avez pu le voir. Je vous ai simplement partagé le sondage de fin pour avoir